Alana et la baguette de cristal, tome 1 de Karine Gors. Chapitre 1 Le grimoire. C'est un bel après-midi de la mi-décembre dans le monde des désenchantés. Robert, dit Rob, et Jeanne Sorge, la quarantaine, forment un couple uni. Ils vivent dans un petit village du sud de la France appelé Agunos. Il est situé au pied des montagnes sur des coteaux entourés de forêts et de champs. Le couple décore leur jardin à l'aide de leurs baguettes magiques. Celles-ci font voler les guirlandes électriques. Certaines s'accrochent aux grands sapins, tandis que d'autres se positionnent sur la façade de la maison. Des animaux lumineux en fibres flottent et se posent, chacun à un endroit, faisant ainsi du jardin un magnifique tableau de Noël. Mais comment avez-vous fait ça ? Celle qui pose la question, c'est Madame Lassangène, une voisine âgée de 70 ans qui habite au centre du village. Elle est toujours à l'affût de ce que font les sorges qu'elle n'aime pas beaucoup. Malgré son âge et sa difficulté pour marcher, la vieille femme n'a pas une fois de plus hésité à parcourir la distance qui sépare la maison de Jeanne et Rob du lieu où elle réside. Depuis qu'ils sont arrivés, il y a environ 17 ans, beaucoup de phénomènes étranges se sont produits et ils ne sont pas au goût de Madame Lassangène qui ne voit dans tout ça ni plus ni moins que de la sorcellerie. Comme cette fois où Alana, alors âgée de 6 ans, jouait au fond du jardin familial tout proche d'un champ avec autour d'elle une faune incroyable. Les biches et leurs fans ne dérangeaient pas la vieille voisine, mais quand ce fut au tour des renards, sangliers et autres bêtes sauvages comme elle les appelait, cela ne lui convenait plus du tout. Et puis ce n'est pas normal de laisser une enfant si jeune traîner avec une horde de bêtes dangereuses, avait fait remarquer la vieille femme à Rob et Jeanne. Ces derniers avaient bien tenté de trouver une explication, mais ils ont à présent compris qu'ils n'ont jamais réussi à persuader leur voisine avec leur justification. Et voici qu'aujourd'hui, elles voient encore des animaux dans leur jardin, et ceux-là, comble de tout, sont en plastique et volent. Ils vont me rendre sénile avant l'heure, ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils ont encore été inventés ? Marmonne la vieille femme. Fait quoi, Madame Lassangène ? Demande Rob qui feint de comprendre la question au sujet des décorations. Ça, les animaux, je les ai vus flotter, j'en suis sûre, répond-elle, exacerbée par les frasques de ses voisins, décidément trop loufoques. Oh, voyons, vous savez bien que les animaux ne flottent pas, même si ce sont des faux. Tante Jeanne, elle aussi inquiète de ce qu'elle aurait pu voir. Mais si, je sais ce que j'ai vu tout de même, répond la voisine en tournant les talons, vexée qu'on la prenne pour une folle. Oh, cette commère, il a fallu qu'elle passe à ce moment-là, s'énerve Rob. Il faut toujours qu'elle se mêle de tout. C'est vraiment une maladie de désenchanté d'espionner ses voisins. C'était pareil quand notre fille jouait avec les animaux. Allons, chérie, surveille ton langage. C'est à nous d'être plus prudents. Ne t'inquiète pas, tout le village sait comme elle est cancanière. Depuis cette histoire avec les animaux, justement, tout le monde pense qu'elle affabule. Et c'est tant mieux pour nous. Je suis surtout soulagée que nous ayons terminé. Je n'aurais pas voulu qu'Alana nous voie et surtout qu'elle entende les propos de la voisine. Alana, c'est leur fille de 17 ans, une magnifique brune aux yeux verts aussi clairs qu'un cours d'eau. Elle est une désenchantée comme les autres. C'est ainsi que l'on nomme une personne sans pouvoir magique. Du moins, c'est ce qu'elle pense. Mais ses parents et elle sont en fait des sorciers. En effet, Jeanne et Rob se sont installés dans le monde sans magie alors que leur fille n'avait qu'1 an, lui cachant depuis toujours leur véritable nature. Toutefois, elle ne va pas tarder à la découvrir et sa vie va bientôt radicalement changer. Cet après-midi, Alana est heureuse et adopte une démarche confiante ainsi qu'un large sourire qui illumine son visage si parfait. Elle entre dans une boutique de décoration dans laquelle elle travaille afin de payer ses études. Elle salue les 2 autres employés et se dirige vers l'arrière du magasin. Elle en ressort tout en accrochant son badge et prend son poste. Elle y vend des bougies, de la vaisselle, du petit mobilier et en ce mois de décembre, elle vend aussi des décorations de Noël. Alana y est à son affaire car elle ne trouve rien de plus beau que tous ces accessoires qui scintillent, mais elle ne cache pas sa préférence pour tous les sujets en bois représentant le Père Noël, des lutins et autres reines.
Elle a beau avoir 17 ans, Noël la fascine toujours autant. Elle fait rire ses parents depuis le jour où elle leur a dit que lorsqu'elle serait âgée, elle irait vivre en Laponie et remplacerait avec son mari le Père Noël et sa femme. Ses patrons, un couple avec une douzaine d'années d'écart, sont arrogants et prétentieux. Ils passent le plus clair de leur temps à flirter comme des adolescents plutôt que de tenir leur rôle de gérant. Ils laissent donc volontiers Alana et ses deux collègues faire tout le travail. Mais aujourd'hui, la jeune fille s'en fiche, elle se sent bien. C'est l'avant-veille de Noël, sa période préférée, et avec ce jour tant attendu, celui de son 18e anniversaire. Elle est née un 24 décembre. Peut-être est-ce pour cela qu'Alana s'imagine en Mère Noël à sa retraite. Les rues se sont déjà parées de leurs décorations. La neige commence à tomber, les flots et les recouvre d'une fine pellicule, ainsi que les toits des maisons avec leurs cheminées fumantes. Alors aujourd'hui, elle est heureuse que ses employeurs Michel et Géna lui demandent de s'occuper de la mise en place de la vitrine du magasin. Alors qu'elle s'y emploie, 5 jeunes rentrent et s'approchent d'elle avec une joie non dissimulée de la voir trébucher dans les guirlandes et peiner à faire tenir le sapin dans la vitrine. Alors, tu crois que tu vas arriver à le décorer avant Noël ou tu attends que les lutins viennent t'aider ? Lance une voix féminine accompagnée des rires de ses amis. C'est Iriam qui se moque d'Alana. Cette jeune fille fréquente le même lycée qu'elle et elle l'a prise en grippe depuis des années. Elle aussi a 17 ans et c'est une véritable peste. De longs cheveux roux, des yeux noirs, petite, boulotte, plutôt quelconque somme toute. Voilà ce qu'il a décrit. Des parents très fortunés lui apportent un lot assez conséquent d'amis. Mais contrairement aux apparences, c'est Iriam qui jalouse Alana, car cette dernière a beaucoup plus de popularité de par sa gentillesse et, il faut bien le dire, de par sa beauté. C'est ainsi que dès qu'elle en a l'occasion, elle ne manque pas de prendre Alana à partie et de la malmener. Bien sûr, ses grands amis la suivent dans ses mauvais tours comme des moutons de panurge. Il est des clans où plusieurs personnes font aux autres ce que seuls ils ne leur feraient jamais. Au moins les lutins, eux, ne feront pas tomber les aiguilles du sapin avec leur haleine, si tu vois ce que je veux dire, lui répond Alana qui n'a pas pour habitude de se laisser faire. Oh, toi, je vais te... commence Iriam, furieuse de se faire remettre en place devant tout le monde. Cependant, elle se ravise devant des clients qui entrent dans la boutique. Iriam est accompagnée de 2 autres lycéennes, elles-mêmes accompagnées de leurs petits amis. Tous se cherchent les bonnes grâces de la petite fille riche. Aussi, ils n'hésitent pas pour lui plaire à mettre des coups de pied dans les décorations et à tout éparpiller sur le sol. Ça, c'est pour avoir insulté notre ami. Maintenant, tu n'as plus qu'à ramasser l'arbin, lui crient les 2 pestes hautaines. Puis, ils s'en vont tous, non sans laisser résonner leur rire sarcastique dans la boutique. Alana ramasse ses décorations et ne peut s'empêcher de penser à haute voix. Quels idiots! Si je pouvais, je leur attacherais les pieds les uns aux autres, puisqu'ils aiment tant être ensemble. C'est alors que toute la mauvaise troupe se dirige vers la sortie, quand elle entend un bruit sourd et de grands cris. Elle se précipite et voit là, par terre, toute la bande avec de la corde en serrant leurs pieds les uns aux autres. Comment est-ce possible alors que les pelotes de corde étaient rangées tout en haut de l'étagère ? S'interroge Alana dubitative. La jeune fille n'en est pas certaine, mais il lui a semblé avoir vu la corde resserrer son étreinte toute seule autour de leurs chevilles. Impossible. Ce doit être une cause à effet parce qu'ils se débattent pour se défaire de leurs liens. Soudain, elle est sortie de ses pensées par quelqu'un qui l'interpelle. « Cela vous arrive souvent de jeter un sort à vos amis ?» Alana lève les yeux et voit avancer un jeune homme d'une vingtaine d'années, habillé d'un grand manteau noir. Tandis qu'il avance à un rythme normal, elle a l'impression de le voir marcher au ralenti, pouvant ainsi le dévisager à son aise. Elle est sans voix devant ce bel Apollon. Il a les cheveux bruns et courts, mais un peu plus longs sur le dessus. Une mince barbe très bien dessinée et entretenue souligne le bleu soutenu de ses yeux, si bien qu'Alana ne peut détacher son regard du sien. Elle est incapable de faire un seul geste ou de dire un seul mot.
Une sensation de chatouillis au creux de l'estomac lui fait penser qu'elle a dû avaler des dizaines de papillons à force de rester bouche bée devant lui. Le jeune homme rompt le silence, la sortant ainsi de sa léthargie. « Bonjour, je m'appelle Victor. »« Bonjour, moi c'est... » balbutie Alana qui tente de se remettre de ses émotions sans y parvenir. « Alana, enchantée » la coupe Victor qui affiche un sourire amusé. « Comment connaissez-vous mon prénom ?» demande-t-elle interloquée, reprenant soudain très vite ses esprits. Victor se met à rire et lui montre son badge accroché à sa veste. Embarrassée, elle se remet à rougir. Victor se dirige vers la sortie, en prenant soin d'enjamber les 5 malheureux, toujours occupés à vociférer, mais à qui il ne juge pas l'intérêt de leur venir en aide. Alana le suit du regard comme subjuguée. Arrivé à la porte, le beau Victor se retourne et lance amicalement comme s'il parlait à une amie de toujours. « À bientôt, Alana !» Puis, il disparaît dans la nuit qui commence à tomber, s'évaporant au milieu de la brume qui se lève comme s'il n'avait été qu'un simple mirage. « Ça va? On ne te dérange pas trop? Tu pourrais nous aider, c'est de ta faute tout ça. » « Si tu avais bien rangé ces cordes, on ne se serait pas pris les pieds dedans. Je vais en parler à mon père, il va appeler tes patrons et tu seras viré. » vocifère folle de rage Myriam. Alana ne répond même pas. Elle se contente de les libérer et les regarde partir en gesticulant de colère, sans même daigner la remercier. Le magasin ferme enfin ses portes et la jeune fille rentre chez elle à pied, où elle vit avec ses parents. D'habitude, si pressée de les retrouver, ce soir elle prend son temps et marche d'un pas lent, perdue dans ses pensées qu'occupe le bel inconnu rencontré un peu plus tôt. Mais même si elle aurait voulu pouvoir rester dans sa bulle un peu plus longtemps, elle est déjà arrivée chez elle. C'est la maison en pierre et en bois à la sortie du petit village juché sur les coteaux. Elle est située dans le seul endroit où il n'y a pas d'éclairage public. Comme nous sommes à l'approche de Noël, ce soir sa maison est plus éclairée encore que toutes celles du village réunies, ainsi elle l'aperçoit très vite. Elle est magnifique. Il faut dire que tous les ans, ses parents font un superbe travail de décoration. En plus de toutes les guirlandes et animaux lumineux, une magnifique couronne orne la porte d'entrée et de la fumée s'échappe de la cheminée. Elle accélère le pas et tombe sur son père qui l'attend sur le pas de la porte. « Alors, ma chérie, qu'en penses-tu ?»« Papa, c'est magnifique, vous auriez dû attendre que je vous aide. Quel travail !»« Oh, penses-tu, ce n'est rien. Tu sais bien que ta mère est une redoutable assistante. » répond Rob, se gardant bien de dire comment ils ont réellement posé toutes ces décorations. « Nous voulions te faire une surprise, ma douce. »« Papa, le reprend tendrement Alana, je vais avoir 18 ans dans quelques jours, je ne suis plus une petite fille. Pour moi, tu seras toujours ma petite fille. Allez, viens, ta mère nous attend pour décorer l'intérieur. Tu es prête ? Oh ça oui, tu sais que c'est mon moment préféré. » Ils forment tous les trois une famille très unie. Lui est très grand, bien bâti, les cheveux châtains et les yeux bleus. Elle est un peu plus petite que son mari, mince, les cheveux bruns mi-longs et les yeux verts. Ils n'ont qu'une fille, mais ils en sont très fiers. Rob et Alana rentrent pour rejoindre Jeanne. Tous ensemble, ils décorent la maison. Le sapin est grand et bien touffu. D'ailleurs, Alana se demande toujours comment sa mère fait pour en trouver un aussi grand. Souvent, dans les magasins, même spécialisés, ils sont plutôt maigrichons. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que là aussi, la magie y est pour quelque chose. Il suffit pour avoir un sapin digne de ce nom de prendre un tout petit morceau de l'extrémité d'une branche d'un de ses semblables, de la planter dans un pot et de l'arroser avec de la pousse-vite. En quelques secondes à peine, un sapin majestueux se met à pousser. Alana et ses parents le parent de guirlandes rouges et blanches, ainsi que de multiples personnages en bois représentant des reines, des étoiles, des flocons et tout ce qui a trait à cette fête. Alana dispose partout des bougies de différentes tailles, des rouges, des blanches et des vertes. Après avoir mis la dernière touche, tous trois font quelques pas en arrière et admirent le spectacle. « C'est magnifique, déclara Alana. « Oui, ma chérie, je dirais même magique, renchérit Jeanne en faisant un clin d'œil à son mari.
Après le repas, Alana monte dans sa chambre, s'installe sur le rebord intérieur de sa fenêtre et regarde les flocons tomber sur le jardin éclairé. Elle se dit qu'elle a beaucoup de chance d'avoir les parents qu'elle a. Rob est écrivain et Jeanne fait pousser et prépare des plantes médicinales pour l'unique pharmacie de la vallée. Lorsqu'elle était petite, Alana aidait sa mère à faire pousser ces plantes et elle apprenait leurs noms et leurs propriétés. De même, elle a lu presque tous les livres de son père et les trouve fascinants et si drôles. Mais elle n'a jamais osé lui demander s'il y avait beaucoup de personnes qui s'intéressaient réellement à l'utilisation des objets du quotidien. En effet, Rob écrit sur tous les objets rencontrés au cours de sa vie, du simple stylo jusqu'au parc-mètre au bord des routes en passant par la machine à laver le linge. Mais peu importe après tout. Elle voit son père écrire des tonnes de livres qui apparemment se vendent très bien et surtout elle le voit épanoui. Il a également rédigé des ouvrages sur le comportement des êtres humains. Elle doit bien reconnaître que les sujets sont nombreux quand il s'agit d'essayer de traduire la nature humaine. Il lui a même semblé plusieurs fois avoir entendu rire son père en les écrivant. Une seule chose qu'elle n'a jamais comprise, c'est le nom avec lequel son père signe ses romans. R.J. Arcanum. Pourquoi Rob signe-t-il ses œuvres avec un nom latin qui signifie mystérieux? Mais très vite, elle se dit que c'est certainement monnaie courante chez les écrivains afin de laisser une part de mystère autour de leurs œuvres. Il faut bien avouer qu'il est fréquent de retrouver des amis lorsque la célébrité frappe soudain à votre porte. En tout cas, Alana est sûre que sa passion des mots, de la lecture et de l'écriture lui vient de Rob. La jeune fille, prise d'admiration pour son travail littéraire, lui a même proposé un sujet concernant la nature humaine, à savoir son obsession du tout connecté. Son père, ravi, s'est empressé de rassembler toutes les coupures de presse et de magazines qui parlent de cela. Soudain, elle est sortie de ses pensées par une silhouette qui se dresse devant le portail de leur maison. Elle quitte sa chambre précipitamment, descend en courant, et là, elle tombe nez à nez avec Victor. « Vous? Qu'est-ce que vous faites là? Vous m'avez suivi? » Alana? Non, pas du tout. En fait, j'ai ma voiture qui est tombée en panne juste là et je venais voir si je pouvais téléphoner, lui répond-il en montrant une vieille guimbarde stationnée devant. Le capot relevé laisse en effet sortir une épaisse fumée blanche qui ne présage rien de bon. Ah oui, je comprends. C'est déjà un miracle que votre voiture, si on peut appeler ça comme ça, soit arrivée jusqu'ici, se moque Alana. Venez, je vais demander à mes parents. Ils s'avancent tous deux vers la maison et alors qu'elle va ouvrir la porte, son père la précède. Que se passe-t-il? Qui est-ce, Alana? Papa, c'est Victor. Nous nous sommes croisés cet après-midi à la boutique. Sa voiture est tombée en panne, il veut savoir s'il peut téléphoner pour qu'on vienne le dépanner. Bien sûr, oui, on ne va pas vous laisser dehors par un temps pareil. Entrez, l'invite Rob. Merci, monsieur, je ne veux pas vous déranger, répond Victor un peu gêné. Une fois l'appel terminé et après s'être vu offrir un café par Rob et Jeanne, Victor reprend sa route. Alana est toutefois songeuse. Comment s'est-il retrouvé ici sur le pas de sa porte? Est-ce qu'il l'a suivi? Est-ce vraiment un hasard? Bon, ma fille, arrête de délirer. Comment un garçon aussi beau que lui pourrait s'intéresser à toi? Il doit certainement avoir une copine. Voici enfin le jour du réveillon de Noël et avec lui l'anniversaire d'Alana. Ses parents lui disent souvent qu'elle a été leur plus beau cadeau de Noël. Aujourd'hui, ça y est, elle a enfin 18 ans. Pour fêter cela dignement, Rob et Jeanne ont organisé un grand réveillon avec famille et amis. Tout le monde est heureux, le repas est divin, la musique entraînante et les cadeaux à foison. Bref, une fête mémorable. Alana, voulant en profiter jusqu'à la dernière seconde, finit par s'endormir au petit matin sur le canapé. Quand elle se réveille enfin, sa mère a déjà tout débarrassé et rangé sans faire le moindre bruit et à une vitesse étonnante au vu du nombre d'invités présents la veille. Alana s'occupe alors de regrouper tous ses cadeaux que comptent les parfums, bijoux et autres vêtements. Puis, elle tombe sur un livre dont elle ne se souvient pas qui a pu le lui offrir. Il est assez ancien, en cuir et porte une inscription en latin « Magicae est ubique, etiam ubi non est ». La couverture possède également la représentation d'un chêne
dont le tronc donne naissance grâce à ses racines à un autre arbre à la forme triangulaire. La jeune femme l'ouvre et découvre que tout est écrit en latin. Elle le comprend puisqu'elle étudie les langues. Les titres, quant à eux, sont écrits en français. Les pages contiennent des dessins en noir et blanc avec des plantes, des fioles et des animaux imaginaires. Tout à coup, pendant qu'elle en regarde un attentivement, il lui semble qu'un animal sur le dessin a bougé. Elle secoue sa tête comme pour se remettre les idées en place, fixe à nouveau la photographie, mais tout paraît normal. Maman, tu as vu ce livre? Tu te rappelles qui me l'a offert? Jeanne s'approche et lorsqu'elle voit le grimoire, elle frémit et lâche la tasse qu'elle tient dans la main qui vient se briser en plusieurs morceaux une fois le sol atteint. Maman, ça va? Demanda Lana. Oui, ma chérie. Qu'est-ce que je peux être maladroite parfois? Que se passe-t-il? J'ai cru entendre de la casse, redemande Rob attiré par le bruit. Rien, chérie, j'ai juste fait tomber la tasse. Alana me demandait qui a pu lui offrir ce livre, répond Jeanne tout en lançant un regard inquiet à son mari. Quand Rob voit le grimoire, il tente à son tour de garder son sang-froid, tout en le prenant des mains de sa fille, suggérant que ce devait être un livre de recettes pour enfants. Non, papa, regarde, c'est un livre de magie. L'inscription dessus veut dire la magie est partout, même là où elle n'y est pas. C'est bizarre, cela ne veut pas dire grand-chose. Regarde, il est rempli de dessins de plantes et des animaux qui n'existent même pas. Par contre, les titres, eux, sont en français. Figurez-vous que tout à l'heure, j'ai même cru voir une photo bouger. Il y a plein de formules magiques. Celle-ci dit que c'est pour se rendre invisible, et celle-là pour transformer un désenchanté en un végétal ou en un animal, répliqua Lana. Je ne comprends pas ce que peut être un désenchanté. Ah, mais je crois savoir. C'est ce sacré oncle Ernest qui pense que je suis encore une petite fille qui va croire en ce livre de sorcellerie pour enfants, conclut Alana en riant. Oui, ça doit être sûrement ça. Il sait que tu adores regarder les films fantastiques, rétorquent ses parents, feignant d'être d'accord avec leur fille. Certainement. Sacré oncle Ernest. Je dois avouer qu'il est rudement bien fait quand même. On dirait vraiment un livre de magie. Imaginez que je prononce une formule et qu'elle se réalise. Je vous fais marcher. Allez, je vais aller me balader. Maman, tu nous as fait un festin hier soir, mais il faut que je marche un peu si je veux pouvoir entrer dans mes nouveaux vêtements.